Hop, c'est parti. J'espère que vous avez bien profité de la pause. Moi, non. Voilà, j'espère que vous avez tous bien pris du café, que vous êtes prêts. Donc l'idée aujourd'hui, là, pour moi, ça va être de vous parler automatisation du point de vue de l'IoT. Donc tout automatisé, automate all the things. Quand je dis things, pensez choses. L'idée, ça va pas être de vous expliquer comment on va vous aider à automatiser des builds de déploiement, des process quotidiens, des choses comme ça. Ça en fait partie. L'idée, c'est plutôt de se concentrer sur tout ce qui se passe autour de nous et faire en sorte de se rendre tous la vie plus facile, que ce soit d'un point de vue individuel ou du point de vue plus global. Donc voilà, ça c'est ce qu'on veut éviter. Des tâches répétitives, sans valeur ajoutée, pénibles, des erreurs. Je pense que si vous êtes là aujourd'hui, vous êtes tous à peu près convaincus de l'idée de vouloir automatiser les choses autant que possible. Et je ne maîtrise pas encore mon truc. L'idée, beaucoup de gens aujourd'hui vont vous parler d'automatisation, ils vont vous vendre de la magie. C'est super, tout marche tout seul, on y voit clair. Alors normalement, c'est bon, vous avez tous la référence de ce film-là. Malheureusement, dans la vraie vie, on n'y est pas encore. On s'en rapproche. Pour certains, la plupart du temps, l'automatisation, ça ressemble plutôt à ça. Alors là, l'exemple n'est pas super bien choisi, quoique c'est une salle de marché, mais ça pourrait être un call center, ça pourrait être une salle géante à Bangalore ou ailleurs, où on regroupe plein de gens et on leur fait faire toutes les tâches qu'on veut cacher. Alors on veut mettre des étiquettes par-dessus, on va vous dire que ça marche tout seul, on va vous dire que c'est un bot. Le truc, c'est que votre requête, elle va partir derrière, Human Turk, peu importe le service. Derrière, vous avez des gens qui vont se le taper. C'est pas vraiment ça de l'automatisation. On peut le présenter comme ça si on veut. La vérité, c'est que c'est ça qu'on veut éviter quand même. On veut pas aller dans cette voie-là. Ça, faut pas non plus exagérer. Mais ça, je pense pas que ça soit une bonne solution non plus. Alors, je parle assez vite. J'espère que je vais pas parler trop vite. L'idée, c'est de vous laisser du temps derrière pour discuter ensemble, faire des questions-réponses. J'ai tendance à parler comme un TGV. J'espère que je vais pas épuiser mes slides en 10 minutes. Donc voilà, une fois que j'ai dit ça, c'est bien, c'est cool. Maintenant, qu'est-ce qu'on en fait ? Vers quoi on veut aller, qu'est-ce que j'essaie de vous proposer aujourd'hui, de quoi je veux vous parler. L'automatisation, ça va recouvrir plein de choses. J'ai jeté un œil au programme, il y a des gens qui vont vous en parler sous tout un tas de biais différents. C'est un joli mot-clé. Alors peut-être pas autant qu'IoT. Là, en termes de buzzwords, j'en cumule 2 qui sont assez sympas. On peut mettre plein de choses dedans. L'idée, c'est de savoir de quoi on veut parler, ce qu'on veut vraiment faire. Alors on peut parler d'automatisation point de vue personnel. Alors là, j'ai fait le choix de vous montrer des petits exemples avec IFT. Je pense que la plupart d'entre vous, vous connaissez, voire vous êtes utilisateur. On peut automatiser tout un tas de choses. Quand quelqu'un rentre chez moi, je veux que ça fasse clignoter les lumières pour lui faire peur. Je veux que ça me déclenche un appel téléphonique quand j'ai l'alarme qui se lance. Tout un tas de services, voilà. Si tel événement, alors déclenche telle action. C'est facile à faire, on peut le faire de plein de manières différentes. La plupart d'entre vous, normalement, vous êtes sur des profils techniques. Je pense que dans votre boulot quotidien, vous avez vos builds de développement, vous avez vos chaînes de tests automatisées. Tout est presque automatisé, autant que possible. On automatise tout ce qu'on peut dans la vie quotidienne, dans le job, pour avoir les tâches un peu pénibles qui disparaissent ou du moins qui arrêtent de planter. Parce que les tâches répétitives, alors c'est peut-être pas le cas de tout le monde, mais moi je sais pas faire. Quand je fais 100 fois de suite la même chose, j'en ai marre. Je suis pas concentré. Et je fais des conneries. Donc en général, ce qu'on veut éviter, c'est ça. Et on essaie de gagner un petit peu de temps. Alors le défaut de l'ingénieur, je suis le premier à tomber dedans, c'est de vouloir automatiser quelque chose et de passer 3 jours à monter un truc comme ça qui va me faire gagner sur l'ensemble de l'année 12 minutes. Je pense qu'on tombe tous assez vite dedans. Et on se retrouve un peu avec des merdiers comme ça. Alors c'est super, c'est automatisé, mais ça pendouille de partout. Personne n'est capable de comprendre comment le script il a été monté. Qui est-ce qui l'a monté, qu'est-ce qui fait qu'il plante. Si vous êtes, même moi, dans des micro-équipes de développement, des scripts automatisés, on a tous voulu faire comme les grands. On s'est retrouvé avec des usines à gaz, des trucs qui plantent la plupart du temps et qu'on passe plus de temps à tuner, à fixer, à améliorer qu'à bosser. Donc voilà, le risque, c'est ça. C'est pour avoir quelque chose de simple, de faire du super compliqué et d'avoir zéro gain derrière. Ça, c'est assez facile à faire, on arrive vite à ça. L'idée, c'est que la technologie, on veut l'oublier. Alors même moi, qui suis très branché tech, la vérité, c'est que la techno, le plus je peux l'oublier, le plus je suis content. J'adore faire des trucs, j'adore programmer, j'adore développer des applis, des services que vous voulez. Maintenant, je passe pas mon temps à me demander combien il y a de transistors qui bossent, comment marche mon CPU. Des choses comme ça, il vaut mieux que je les oublie. Donc, de manière générale, la techno, on veut ou il faut vouloir essayer de la cacher autant que possible. Ça, personne n'a envie de le voir.
Alors là, c'est exagéré, mais n'importe quelle voiture, vous démontez les panneaux, vous avez des trucs qui ressemblent malheureusement un peu à ça. Vous ne voulez pas le savoir, tout ce que vous voulez, c'est que ça marche et que ça vous fasse gagner du temps. Pas tomber dans des choses où on perd du temps en voulant en gagner. Alors, malheureusement, j'ai le timer qui me met la pression et je me rends compte que je parle trop vite. Alors, je vais ralentir un petit peu. L'idée, moi, je vous parle d'IoT. IoT, alors, je l'ai dit au début, c'est un buzzword. Avec un peu de chance, c'est un buzzword qui ne va pas tarder à mourir et on va peut-être pouvoir commencer à se concentrer sur ce qu'il y a derrière. On parle de choses petites. Pensez petit, parce que c'est l'agrégat de toutes ces petites choses qui vont nous amener beaucoup de choses. Alors, tout ça, c'est tout un exemple de ce qu'on entend par IoT, des choses qu'on voit aujourd'hui. J'essaie de ne pas vous faire uniquement de la prospective à la sauce Gartner ou tel autre cabinet d'analyse. L'idée, ce n'est pas de vous dire ce qu'on voit pour l'IoT en 2020, en 2025, je vais vous le partager un petit peu, mais de vous dire ce qu'on voit aujourd'hui et ce qu'on voit en 2016, en 2017. C'est des choses toutes bêtes. Un bouton pour déclencher une action, pas hyper automatique, je vais être d'accord. Des machines qui sont capables de vous dire automatiquement dans quel état elles sont, est-ce qu'elles ont besoin de commander elles-mêmes leurs pièces de rechange, des choses comme ça. Donc tout un tas d'exemples qui sont tout petits, on n'est pas sur des smart objets, on n'est pas sur des trucs qui sont très intelligents, qui font beaucoup de calculs, qui font beaucoup de choses elles-mêmes. On est sur des choses très simples. Très simple, ça veut dire que ça ne coûte pas cher et ça veut dire que ça ne plante pas tous les 2 jours. Et derrière, il va falloir faire quelque chose des données qui sont remontées par ces choses-là pour, derrière, monter des services, optimiser et au bout de la chaîne, automatiser. Donc, histoire d'aller jusqu'au bout dans mon bingo buzzword, parler de machine learning. Parce que l'idée, pour automatiser, en général, il vous faut ces données-là. Il faut transformer. Vous n'allez pas automatiser d'un claquement de doigts juste en décidant que tel comportement doit être automatique. Pour ça, en général, il vous faut de la donnée et être capable de comprendre ce que vous devez automatiser, comment vous devez le faire, dans quel contexte, etc. Alors voilà, machine learning, je ne vais pas vous mentir, hein, ça c'est du Google Images, j'y comprends rien moi non plus. Voilà, c'est très compliqué. Voilà, beaucoup de maths, c'est pas magique. Encore une fois, écoutez pas ceux qui vous vendent de la magie, il y a beaucoup de choses derrière. Et pour pouvoir construire ces modèles mathématiques, encore une fois, il vous faut de la donnée. Cette donnée, il vous faut pouvoir la remonter et en faire quelque chose. Donc là encore, je vais revenir sur le think small. Pensez petit. Nous, ce qu'on fait, c'est remonter des petites infos. Vous m'entendez peut-être, mais heureusement, la salle n'est pas grande. Des petites infos, mais en remonter des millions, des milliards, plutôt que de s'embêter à vouloir construire dès T0 ce modèle-là. En général, c'est le meilleur moyen d'avoir un modèle qui ne fonctionne pas ou qui fonctionne en labo, mais de pouvoir le confronter à la réalité du monde physique et remonter autant que possible de petites infos, d'infos fines, d'un petit peu partout dans le monde physique, faire en sorte que toutes les choses qui nous entourent, qui nous environnent, puissent remonter des informations basiques de leur état. Oui, non, chaud, froid, il y a le feu. Voilà, des choses bêtes, ça marche pas, il y a du courant, il n'y a pas de courant. Et avec tout ça, être capable de construire des modèles, soit sur un système industriel, soit à l'échelle d'une ville, voire plus. Donc maintenant, je vais essayer de vous détailler quelques use cases qu'on voit, nous, aujourd'hui, chez Sigfox sur notre réseau, qui correspondent à ça. Alors, un des champs d'application, celui dont on a beaucoup parlé en termes d'automatisation, c'est tout ce qui est le diagnostic automatisé, la maintenance assistée. C'est-à-dire que vous allez pouvoir savoir très finement quelle partie de l'installation du dispositif est en erreur et intervenir très rapidement. C'est-à-dire que vous allez automatiser ce diagnostic. J'ai essayé de vous montrer à quoi ça peut ressembler un centre de contrôle. Alors là, c'est dans un aéroport ou quelque chose comme ça, mais pour ceux qui ont déjà travaillé avec des applis SCADA, des choses comme ça, l'œil humain, il ne peut pas tout faire. Il rate beaucoup de choses, on perd beaucoup de temps à établir le diagnostic, alors que si vous êtes capable de remonter des infos très précises sur l'état de telle partie de la chaîne, telle valve est en défaut, là c'est un problème de surpression, là c'est un problème de surtempérature, des choses comme ça, vous allez pouvoir très rapidement automatiser le diagnostic. Mais surtout, ce vers quoi on va, c'est automatiser la prédiction de la panne. C'est-à-dire de ne pas attendre que déjà on a un progrès quand on est capable, quand une panne arrive, de comprendre très clairement où elle est très vite, sans avoir du diagnostic long et coûteux. Mais l'idée, c'est, avec toutes ces remontées d'informations, de pouvoir construire des modèles mathématiques qui permettent de voir quel est le comportement nominal et quelle est la marge d'erreur sur les différents équipements, et d'être capable de détecter quand quelque chose commence à déconner avant que ça se mette en erreur. Quand vous travaillez sur des installations de ce genre-là, vous voulez éviter la panne. Et vous pouvez toujours dire à votre boss que c'est pas de bol parce que la prochaine maintenance, elle était 2 heures plus tard. Ça ne change rien. Donc ça, on veut l'automatiser, on va être capable de voir que ça fonctionne, mais que certaines pièces commencent à avoir une dérive et qu'il va falloir programmer une maintenance
en heure creuse, la nuit si vous avez la chance d'avoir une prod qui s'arrête la nuit, des choses comme ça, et limiter l'impact. Là encore, des données simples, beaucoup de ces données, pour être capable d'automatiser des petites choses, bout à bout, qui vont vous permettre très rapidement d'améliorer pas mal de choses. Donc ça, c'est un des cas d'application. Je passe assez vite dessus, mais c'est quelque chose qui est révolutionnaire pour toute l'industrie, puisque vous gagnez du temps, et si vous gagnez du temps, au bout du compte, vous gagnez de l'argent, beaucoup, ce qui est souvent la première priorité de tout le monde. Donc un autre champ d'application, on voit beaucoup de choses, c'est tout le monde de la supply chain, la logistique. Être capable de suivre précisément où sont, alors soit des expéditions, des cargaisons, des camions, où ils se trouvent, dans quel état ils sont. Alors ça peut être du suivi de la chaîne du froid, par exemple. Au hasard, vous transportez des vaccins dans des pays du tiers-monde. Vous préférez vous assurer que la chaîne du froid elle a été respectée de bout en bout et pas juste vous assurer à réception que c'est toujours OK. Donc ça va se faire, vous allez partir d'un port. Voilà, là, je ne sais pas si c'est Anvers, Rotterdam ou quelque chose du genre. C'est juste une histoire d'avoir une jolie photo et de vous montrer un petit peu de l'échelle dont on parle. C'est pas quelques dizaines, il ne s'agit pas d'automatiser un truc où on bosse à 10 dessus. C'est vraiment quelque chose où tout de suite vous allez avoir un impact très fort puisque vous le faites sur des très gros volumes. Et ça va aller de ces grands parcs à très gros volumes, un port, un aéroport de fret. Ça va aller jusqu'à la last mile delivery, ce qui va arriver près de chez vous. Des hubs comme ça, pour les camions, vous en avez des milliers. Rien qu'en France, je ne sais même pas combien il y en a. Être capable là aussi d'automatiser. Vous savez que le camion est en approche, vous allez pouvoir préparer le quai de déchargement, vous allez pouvoir mobiliser les équipes, vous allez gagner les petites minutes qui, au bout du compte, vont fluidifier tout. Non seulement fluidifier, optimiser le fonctionnement, donc gagner de l'argent, mais surtout éviter les catastrophes, parce que personne n'est préparé, qu'il y a une cargaison sensible, il y a des choses pas cool qui arrivent. Dans la supply chain, alors vous avez tout ça. Alors je peux difficilement faire moins sexy en termes de use case IoT. Si l'IoT pour vous c'est encore un monde un peu lointain, vous voyez encore peut-être beaucoup le gadget connecté, le truc super sexy sur Kickstarter. Là on en est loin, mais ça fait partie des très gros use cases, des très gros volumes. C'est suivre des palettes. Soit les équipements, soit les palettes elles-mêmes. Ça vaut pas grand-chose à vue de nez, mais vu le volume, ça représente des chiffres assez importants. Et être capable de suivre finement où sont vos palettes, où sont ce que vous transportez, ce que vous expédiez, ce que vous stockez. Là encore, vous allez pouvoir automatiser toute cette chaîne de distribution. Alors la logistique, c'est sans doute un truc assez chiant, on va pas se mentir. Personne n'a envie de savoir comment ça se passe. Ça fait pas rêver. Maintenant, s'il y a bien un truc dont vous ne pouvez pas vous passer dans votre vie quotidienne, c'est toute cette chaîne logistique qui vous fait venir ici à vos pieds tous les biens que vous utilisez tous les matins, tout ce que vous consommez, tout ce que vous utilisez. Donc pouvoir automatiser tout ça, éviter l'erreur, éviter les frictions, éviter les pertes de temps, c'est un bénéfice pour tout le monde. Ce n'est pas juste quelque chose qui va faire plaisir à un industriel dans son coin. Donc toujours dans le côté IoT, ce n'est pas juste du gadget high-tech pour les geeks. Il y a un autre domaine dans lequel toute cette remontée de données, cette automatisation apporte beaucoup de choses, c'est l'agriculture. Alors vous imaginez peut-être pas le paysan du coin, l'image d'Épinal des années 30, qui va jouer avec des gadgets de ce genre-là. Mais aujourd'hui, on est sur des fonctionnements, sur des très grandes exploitations, et pouvoir automatiser tout ce qui est irrigation, récolte, en fonction des paramètres très précis que vous avez aux différents endroits d'une exploitation. Alors là, c'est le cas pour les gens qui vont faire des plantations, justement, pouvoir optimiser ça, mais ça marche aussi pour du bétail. C'est de la maintenance prédictive, mais appliquée aux animaux, si on veut. C'est-à-dire être capable de prévoir soit le moment où il va falloir féconder une femelle. C'est des choses qui sont importantes, ils automatisent ça aussi. C'est pas très joli à imaginer, mais ça en fait partie. Être capable de détecter des maladies, automatiser cette chaîne de suivi. Là encore, petite remontée d'informations, et derrière, avec cette collecte d'informations, être capable d'améliorer le suivi et ensuite automatiser, parce qu'on est capable de collecter suffisamment de données pour construire des modèles prédictifs fiables et qui ne sortent pas juste du chapeau pour faire joli, pour cocher la case. Voilà, l'agriculture, ça fait vraiment partie des domaines sur lesquels cette optimisation, être capable d'optimiser, comme je disais tout à l'heure, l'irrigation. C'est-à-dire que là, vous avez un exemple, c'est un capteur d'humidité du sol, d'acidité, etc. Et vous êtes capable derrière, avec ces remontées d'infos, d'automatiser à quel moment vous ouvrez, vous fermez la vanne d'irrigation sur cette partie de la parcelle. Vous pouvez jouer avec le débit, des choses comme ça. Plutôt que d'avoir quelqu'un qui va soit devoir passer manuellement dans chaque coin, voire tâter la terre et voir dans quel état c'est pour déclencher, ou alors déclencher un peu au pif et surconsommer de l'eau. Des choses comme ça. Ouais. Automatiser pour
faire mieux et si possible pour moins cher en temps, moins cher en énergie, moins cher en ressources. Alors, un autre domaine, alors ça c'était ma plus jolie photo, sauf qu'elle n'a pas grand sens, ça s'appelle les white goods, donc forcément j'en ai pris une photo, il n'y en a aucun qui est blanc. C'est tout l'équipement électroménager que vous allez avoir chez vous. Alors c'est surtout pas le connected fridge, voilà, pour ceux qui suivent, c'est la tarte à la crème depuis 10 ans, on nous vend du frigo connecté. Là on est encore plus sur de l'automatisation, c'est-à-dire qu'on n'est pas sur quelque chose qui est fait pour vous en tant qu'utilisateur du frigo, mais c'est plutôt pour Brandt, Bosch ou peu importe la marque. Demain matin, va être capable de suivre le comportement des machines qui sont en prod, parce qu'aujourd'hui, ils perdent le contact avec ça, et être capable de savoir comment elles sont utilisées, mais surtout, à quelle fréquence vous avez des pannes. Est-ce que vous avez un tambour qui est défaillant au bout de 1500 cycles, ça tombe en panne? Est-ce que vous avez telle partie de l'équipement qui est défaillant, des choses que vous n'avez peut-être pas mesurées sur l'échantillon que vous avez testé en bout de prod, mais être capable là encore de remonter beaucoup plus de données, au lieu d'en remonter sur quelques dizaines ou centaines de pièces que vous avez en échantillon de test, vous le faites sur tout votre parc, et vous êtes capable d'automatiser soit la maintenance, c'est-à-dire que vous allez pouvoir envoyer le plombier ou envoyer le réparateur dès qu'il y a un souci, sans que ça soit panique à bord à la maison, et vous allez pouvoir améliorer vos produits automatiquement avec ces remontées d'informations en voyant ce qui est défaillant. Grosso modo, c'est appliqué à des choses un petit peu bas de gamme, hein, comme l'électroménager domestique, ce que vous avez sur les moteurs d'avion. Aujourd'hui, vous avez une télémétrie super fine, vous suivez à la poussière près ce qui se passe pour être capable d'intervenir très vite et d'améliorer les produits. J'ai perdu personne. Alors là, j'ai encore une jolie slide. L'idée, là, c'est de montrer un petit peu à l'échelle de la ville tous ces process de remontée de données bêtes qui derrière vont pouvoir permettre de l'automatisation. Là encore, ce n'est pas juste des vues de l'esprit, hein. La plupart, c'est des objets qui sont soit en prod aujourd'hui, soit en cours de déploiement. Alors vous allez pouvoir détecter des fuites d'eau. Alors soit des fuites d'eau parce que vous surveillez l'état des canalisations, soit au niveau des bornes à incendie. Et vous allez pouvoir tout de suite envoyer quelqu'un pour réparer avant que ça gaspille des ressources, que ça coûte de l'argent, que ça perturbe la circulation, etc. Vous avez l'éclairage public. Là encore, en termes d'IoT, c'est peut-être pas le truc que vous avez en tête en premier. On commence à avoir pas mal de lampadaires qui sont connectés, qui vont permettre soit d'améliorer le cycle d'allumage d'extinction en fonction du trafic. Est-ce que c'est des voitures, est-ce que c'est des vélos, est-ce que c'est des piétons, à quelle heure, et de pouvoir des choses plus fines. La pollution visuelle, ça fait partie des sujets qui montent pas mal dans beaucoup de villes. Et être capable d'éviter d'utiliser cette ressource pour rien et le faire à bon escient. Donc là encore, vous mesurez de la donnée, des petites données, et derrière, vous automatisez, vous optimisez la manière de fonctionner. Les bouchons, alors ça, non, j'ai pas de slide derrière pour le détailler, donc ça c'est rigolo parce que c'est une manière justement de monter progressivement en gamme sur des produits simples. Vous avez déjà aujourd'hui pas mal de villes qui s'équipent de on va dire, surveilleurs, mouchards de places de parking, comme vous avez au supermarché par exemple, qui vont vous dire vert rouge là où c'est libre, là où c'est occupé. On commence à l'avoir à l'échelle de quartiers ou de villes. Par exemple à Barcelone, ils ont ça. Vous avez dans plusieurs quartiers des capteurs dans le sol qui détectent les places libres ou occupées. Alors la première étape, c'est que c'est cool, ça permet de vous dire via une appli où allez vous garer parce qu'en ce moment il y a de la place. Ça permet d'envoyer les pervenches au bon moment parce qu'on sait que là il y a des voitures qui sont stationnées depuis trop longtemps. Ça, ils sont contents aussi. Ça, c'est la première étape. Mais la vraie révolution qui arrive, c'est d'être capable ensuite d'optimiser le trafic en temps réel et d'être capable d'éviter d'envoyer le trafic dans des zones qui sont déjà engorgées. C'est-à-dire de faire du Waze mais amélioré tout le monde, et d'éviter de vous envoyer dans une zone où vous allez chercher à vous garer pendant 20 minutes. On sait très bien qu'il n'y a plus de place, c'est mort, c'est blindé. Donc on va éviter d'avoir des bouchons, de la pollution, de la consommation, juste en étant capable de surveiller automatiquement ces petites informations. Là encore, c'est des 0, c'est des 1, c'est occupé, c'est libre. Tout l'intérêt, c'est d'en mesurer beaucoup et d'être capable d'y appliquer de l'intelligence par-dessus. Alors je ne m'étends pas sur l'exemple du panneau de pub qui est dessus. Je pense que vous avez l'idée, c'est en panne, c'est en fonctionnement et on est capable tout de suite de réparer parce que sinon ceux qui payent ne vont pas être très contents. Le principe, là encore, est le même, appliqué à autre chose, c'est juste un état qui en lui-même ne vaut pas grand-chose, mais qui va nous servir à automatiser des choses et pas attendre que quelqu'un se rende compte du problème, prévienne les services qui vont eux-mêmes décider de passer un jour. L'optimisation des cycles de relais, voilà, ça c'est un exemple, je pense que ça vous l'avez tous vu près de chez vous. La borne à verre qui déborde dans tous les sens. Parce que pas de bol, hein, le verre, c'est vendredi prochain que ça va être relevé. Donc en attendant, ça va rester comme ça. Donc ça marche pour les bennes à verre, ça marche pour les bennes collectives.
Voilà, il y a eu un événement particulier où il y a eu quelque chose qui a déconné. Résultat, c'est sale, ça énerve tout le monde. Tout ça parce que vous avez un cycle de relève qui est bête, qui est programmé à l'avance et qui est qu'on va passer à période fixe. Donc ça vaut pour un cycle de relève, ça vaut pour une maintenance. On décide qu'on passe toutes les semaines ou qu'on passe tous les 2 jours, peu importe ce qui se passe. Alors je prends l'exemple des poubelles, pas complètement innocemment, parce que c'est vraiment des choses qui sont aujourd'hui connectées dans plusieurs villes, encore en Espagne notamment, où avec juste un petit capteur, l'équivalent d'un sonar, si vous voulez, dans les bennes à ordures, vous êtes capable de voir quand c'est plein, quand c'est vide. Vous allez éviter de faire passer vos rondes aux endroits où c'est vide, parce que ça sert à rien, ça utilise du temps, ça pollue pour rien. Et au contraire, vous allez passer là où il y a besoin. C'est-à-dire que vous allez optimiser en temps réel, vous allez automatiser vos routes, vos cycles de relève pour aller là où ça sert à quelque chose, pas perdre du temps et de l'énergie là où ça ne sert à rien, et pas attendre la prochaine ronde programmée pour faire quelque chose. Donc là encore, on n'est pas forcément dans du Big Brother, ce qui est des fois la crainte quand on parle d'IoT. On est vraiment sur de la donnée simple. Alors peut-être que Big Brother va être au courant que là, il y a quelqu'un qui s'est fait plaisir, qui a eu une soirée sympa dans le quartier. Mais l'idée, c'est vraiment d'améliorer, d'optimiser le service à tout le monde pour des choses aussi bêtes que ça, mais qui, bout à bout, font plaisir aussi parce que personne n'a envie de vivre là-dedans. Juste parce que les éboueurs, ils passent le mercredi ou le jeudi et que tant pis pour vous si là, c'est plein. Donc, tout ça, c'est cool. Normalement, je vous ai présenté pas mal de use cases. Pourquoi je vous parle de ça? Alors le oui, je ne l'ai pas dit en intro, moi je suis évangéliste chez Sigfox, vous savez que j'ai peut-être une idée derrière la tête. Pourquoi est-ce que je vous parle de tout ça? À quoi nous on sert là-dedans? Pourquoi est-ce qu'on sert à quelque chose d'ailleurs? Quel est le but? L'idée, comme je vous l'ai dit, c'est que c'est des solutions qui existent maintenant. Alors tous les services qui sont montés au-dessus, ils vont se monter par étage. L'automatisation complète, elle ne va pas arriver d'un claquement de doigts. C'est des choses qui se font progressivement, mais le déploiement de ces solutions de captation et de mesure des événements, des données d'environnement, ça existe déjà. Ce n'est pas des choses qu'on va faire dans 5 ans, qu'on va faire dans 10 ans, c'est des choses que les gens font déjà depuis quelques années et font de plus en plus, que ce soit pour le suivi des palettes, les lampadaires, les poubelles, les choses comme ça. Là encore, pas le gadget que vous allez acheter en ligne et que vous allez être très fier de montrer à vos potes. Celui que vous n'êtes même pas au courant qu'il existe, vous oubliez. Comme je l'ai dit, l'IoT, c'est un buzzword qui, avec un peu de chance, va disparaître. Tout comme aujourd'hui, vous achetez plus d'objets électroniques. Vous ne posez même pas la question. Vos enfants ne vont pas vous demander le nouveau jouet électronique. D'ici 2 ans, 3 ans, vous ne parlerez plus d'objets connectés ou d'IoT. Ça sera évident. On ne se posera même plus la question. Il se trouve juste qu'on a un service qui apparaît par-dessus. Comment ça se passe? Est-ce que c'est connecté? Est-ce que c'est pas connecté? Ça n'intéresse pas grand monde au fond. Donc, qu'est-ce que va apporter Sigfox là-dedans? Alors, il manque un bullet point qui est pas un détail, que j'aurais dû penser à mettre, qui est la conso énergétique. Nous, on propose un réseau global, c'est-à-dire qui va permettre à tous les gens qui produisent des solutions de les déployer partout très vite. Aujourd'hui, on est présent dans 25 pays. Ça représente en prod un peu plus de 350 millions de personnes qui sont couvertes aujourd'hui par le réseau. Parce que sur ces 25 pays, certains ne sont pas encore complètement déployés. Sur 1,5 million de kilomètres carrés ou quelque chose comme ça. Donc voilà, un réseau global de communication à très bas coût énergétique, ce qui va permettre à ces solutions de vivre pendant des années sur une batterie. Vous vous doutez bien que la ville qui équipe ses poubelles, c'est pas pour, en échange, avoir une équipe qui va devoir venir changer les piles toutes les 3 semaines. Ça marche pas. Déjà, vous, pour un objet perso, quelque chose que vous avez à charger tous les quelques jours, toutes les quelques semaines, très vite, vous en avez marre, vous le mettez dans un tiroir. Alors pour une solution qui n'a pas d'utilisateur, qui n'est pas un objet, vous ne pouvez pas vous permettre d'avoir une surconsommation énergétique. Donc très faible conso énergétique, des choses qui vivent pendant 3 ans, 5 ans, 7 ans sur batterie, plus. Après, on est plus sur des choses qui touchent aux limites physiques des batteries. Tout dépend de ce que vous mesurez, en fait. Très faible coût de composants. On n'est pas sur des composants hyper sorciers. C'est un réseau radio, bas débit, des modulations simples. Donc ça veut dire que c'est des composants standards du marché, chez les gros acteurs, chez les gros fondeurs, qui ne coûtent pas cher. Pour moins de $2, vous avez des modules ou des chipsets qui vous permettent de communiquer sur le réseau chez nous. Et derrière, vous avez un coût de communication qui est faible aussi, qui va être jusqu'à quelques dizaines de centimes pour les gens qui déploient des millions d'unités, et qui va être quelques dollars, jusqu'à $10 par an pour les gens qui en font quelques centaines, quelques milliers. Donc voilà, l'idée, c'est vraiment de pousser ça aujourd'hui pour être capable, demain matin et encore plus après-demain, avec toutes ces données qu'on collecte, d'améliorer les choses, d'améliorer la vie, de connecter quelque part ce monde physique pour être capable d'en tirer une intelligence et de pas juste avec des choses qu'on sort un petit peu de l'esprit, mais d'avoir juste des choses qui marchent et qui marchent appuyées sur des vraies données
du vrai monde autour de nous et pas juste quelqu'un dans son bureau. Alors ça, c'est quelques exemples des produits super sexy qu'on a sur le réseau. Donc c'est vraiment des objets connectés. Voilà, c'est peut-être pas ceux que vous avez en tête. C'est pas le bracelet Fitbit, c'est pas ma montre Pebble ou autre. Alors vous avez des sondes. Ça c'est l'exemple de l'agriculture. Alors, je sais pas si ça marche jusque là. Ah, j'adore ça. J'ai l'impression d'être un prof quand je fais ça. Et vous avez voilà la fameuse poubelle. Alors, on va dire que l'objet c'est pas ça. L'objet c'est, comme je vous ai dit, un petit sonar qui va se clipser sous le capot ou s'aimanter, qui va être installé en 2-2 et qui va surtout pas perdre du temps dans l'installation, parce que tout le but, c'est d'avoir de la simplicité. Si vous avez quelque chose qui est compliqué à mettre en œuvre, avant d'avoir un bénéfice sur cette automatisation, vous allez avoir du temps. Il faut que tout soit simple et que ça se fasse très vite. Vous avez la poubelle, vous avez des lampadaires, comme je vous ai dit tout à l'heure, la borne à incendie, alors qui est quelque chose qui est toujours sympa à montrer dans un showroom. Voilà. Des bornes à incendie qui sont connectées. Là encore, c'est pas la smart borne à incendie. Elle n'a rien d'intelligent. C'est la même borne à incendie que celle que vous avez en bas de chez vous, sans doute. Sauf qu'il y a un petit capteur de pression dedans et il envoie des messages périodiques. Il dit juste tout va bien ou problème, chute dans la pression d'eau. Ça veut dire soit que quelqu'un s'est amusé à ouvrir la borne à incendie et qu'il y en a partout, soit qu'il y a une fuite quelque part. Du coup, ça permet deux choses. On automatise la maintenance, on évite, comme j'ai dit, d'attendre la prochaine ronde ou d'attendre que quelqu'un se rende compte du souci et prévienne la mairie ou qui de droit pour intervenir. Et on s'assure de la continuité de fonctionnement. Et le jour où les pompiers ont besoin de se brancher dessus, par exemple, vous préférez que ça marche? Là encore, la réponse, pas de bol, on allait regarder la semaine prochaine dans quel état elle était, ça va pas marcher. Et ça vaut aussi pour le défibrillateur, qui est le truc en haut à droite. Ah non, je suis pas assez puissant, si. Là encore, c'est pas un défibrillateur intelligent. Là, tout ce qu'il va faire, c'est faire son jeu de test quotidien et envoyer son rapport de test. Vous êtes sûr qu'il est en état de fonctionnement, que la batterie est OK, et que le jour où on en aura besoin parce que quelqu'un fait un malaise, il sera fonctionnel. Voilà, tout bête. Ça évite d'avoir quelque chose qui se branche. Voilà, vous le posez, il est prêt à fonctionner et il va vous tenir au courant de son état. Et il peut prévenir les secours. C'est-à-dire que dès qu'il est en utilisation, vous pouvez prévenir les secours et déclencher la chaîne automatiquement sans attendre le coup de fil de la personne en panique, etc. Sans perdre ces petites secondes, cette intervention humaine qui va induire de l'erreur, qui va induire une perte de temps, etc. Et le dernier exemple, j'ai surtout mis parce qu'il est joli, c'est un panneau de signalisation. Alors c'est belge qu'on fait ça. Des fois, ils font des choses qui sont sérieuses. Voilà, je vais éviter de tomber dans le troll basique. L'idée, c'est un panneau que vous allez pouvoir contrôler. Périodiquement, il va se mettre à jour, il va prendre une mise à jour de calendrier et il va indiquer... alors là, c'est du flamand, donc je ne sais pas trop ce que ça veut dire. L'idée, c'est que là, le stationnement, il est interdit de temps à temps et que ça, vous le contrôlez à distance. Vous n'avez pas besoin d'avoir quelqu'un qui vient soit tourner une petite molette, soit changer la fichette. Là encore, vous automatisez facilement et vous pouvez le faire très facilement, le déployer en un clin d'œil. À grande échelle. Et grosso modo, j'arrive au bout. Je m'étais dit que je gardais 10 minutes, un quart d'heure pour les questions. J'y suis presque. Donc c'est pas trop mal. Du coup, je vous remercie d'avoir écouté jusque-là. Vous avez peut-être remarqué que c'était un talk qui n'était pas encore super bien rodé. Donc merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Pour ceux qui sont trop timides pour poser des questions ou qui ont des trucs super confidentiels, n'hésitez pas, faites-moi signe, je suis là pour ça. Et puis sinon, s'il y a des questions dans la salle, c'est maintenant. Pas de questions? Soit ça vous a pas intéressé, soit j'ai été super clair. Donc je pense que c'est-à-dire que j'ai été super clair. Je vais faire passer un micro, ça va peut-être être plus simple, en espérant que ça marche. Merci. Ouais, Sigfox, c'est bidirectionnel. On peut et recevoir et envoyer des informations. Ouais, alors c'est typiquement l'exemple que je montrais avant du panneau, avec le panneau qui va se mettre à jour. Ou les lampadaires, c'est un peu le même comportement. Les lampadaires, périodiquement, ils vont récupérer leur calendrier, dire qu'il faut qu'ils s'allument maintenant à partir de 20h12 et qu'ils s'éteignent à telle heure. L'idée, c'est que tout ce qui est derrière les choix de design du service, Sigfox, c'est l'économie d'énergie. Vraiment utiliser aussi peu d'énergie que possible. Et pour ce faire, ça veut dire que les objets ne sont pas connectés, les choses ne sont pas connectées, elles viennent de temps en temps récupérer des informations. Elles ne sont pas à l'écoute, parce que quand vous écoutez, ça coûte grosso modo en énergie 3 fois moins cher que de parler, mais ça coûte 1000 fois moins cher que de ne rien faire. Donc quand on peut, ces choses-là ne font rien, et c'est elles qui décident quand elles ont besoin d'aller récupérer des infos. Et les payloads sont assez petits, je crois, c'est ça? Ouais, c'est des tout petits messages. Alors, je ne suis pas rentré dans le détail. Tout petit message sur le réseau Sigfox, ça veut dire jusqu'à 12 octets de charge utile. Alors, je pense qu'il y en a pas mal ici, comme moi, qui viennent plus du monde du soft, du web, etc.
C'est pas des kilos, c'est pas des mégas, c'est 12 octets. Donc voilà, c'est pas avec nous que vous allez envoyer vos jolis fichiers JSON ou des métadonnées de ce genre-là. C'est des petites données binaires. Alors c'est jusqu'à 12 octets, je le précise, parce que c'est une tendance qu'on voit depuis le début de l'année sur le réseau, c'est que les gens envoient des messages de plus en plus petits, parce que si vous avez juste besoin d'envoyer 0 ou 1, et ben là, nous on ne complète pas entre guillemets cette trame, ce qui veut dire qu'elle pèse un petit peu moins lourd, elle pèse quelques octets de moins, on émet à très bas débit, quelques octets de moins, ça fait quelques dixièmes de seconde en moins de temps d'émission, ça fait quelques milliampères que vous sauvez sur votre batterie, et c'est du temps que vous gagnez sur la durée de vie. Merci. Il y avait une autre question, je crois, dans le coin. Comment on peut automatiser des millions d'objets avec votre technologie? Alors nous, ça ne va pas tant être des automates qui sont déployés, qui communiquent, c'est plus, eux, c'est ces capteurs d'environnement, capteurs d'événements, qui vont permettre de remonter de la donnée pour derrière peut-être automatiser une autre partie de la chaîne. Donc le tout après, c'est l'intelligence appliquée au métier, d'exploiter ces données, de leur donner du sens. C'est 0 et 1, c'est pas nous qui allons vous aider à savoir ce qu'ils veulent dire. C'est vous qui savez dans votre contexte ce qu'ils signifient et comment l'appliquer. Alors soit c'est juste une chose qui va de temps en temps émettre et récupérer en retour des ordres qui lui disent stop l'équipement A ou passe dans le scénario 2, etc. Soit c'est votre système global qui va collecter ces informations-là et qui par un autre moyen va envoyer un ordre à d'autres parties de l'équipement qui sont peut-être pas sur le même site, etc. Je ne sais pas si je réponds à ta question ou si je suis à côté. C'était aussi plus comment automatiser le process de déploiement de tous ces objets à travers un back-end ou, Ah oui, alors nous on a une plateforme centrale de gestion, de provisioning des devices. Il est évident que quelqu'un qui va connecter 1 million de palettes, il ne va pas enregistrer à la main sur une interface son million d'objets, il va gérer ça par API et il va provisionner tous ces objets, il va les classer par famille et les familles qui ont le même comportement, configurer ce comportement, c'est-à-dire où est-ce qu'elles doivent transmettre ces données, sous quel format, etc. Tout ça se pilote soit via une interface visuelle, soit ce qui se passe dans la vraie vie, c'est par API ou par des systèmes de webhook qui vont vous renvoyer les données en push dès qu'il se passe quelque chose. Du coup, j'ai essayé de ne pas vous faire trop le speech commercial Sigfox. Je n'ai même pas mis le logo ni rien, j'ai été assez soft. Pour ceux qui sont intéressés pour parler plus concrètement de Sigfox, au-delà de la problématique d'automatisation, je suis dans le coin, donc n'hésitez pas à faire coucou ou à me pinguer par email ou sur Twitter. Merci. Alors du coup, je vous ai même laissé un petit peu de temps pour prendre un café avant la prochaine session, normalement.